tous et merci beaucoup Lisa pour cette introduction. Donc moi je suis Bénédicte Keakala, je suis juriste auprès de l'association Zero Waste France, qui est une association qui milite pour la réduction des déchets et une meilleure gestion de nos ressources. Bonjour, et moi je suis Aurore Médieux, je suis responsable du pôle transition écologique de SS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Et j'y anime entre autres l'Union nationale pour le réemploi solidaire, qui explique aussi pourquoi on travaille sur ces questions. C'est Donc tout. j'ai la lourde tâche de résumer la loi AGEC en 15 minutes, Oui, désolée. je vais essayer d'être la plus claire, synthétique possible, mais du coup heureusement on a la petite session questions-réponses à la fin si besoin. Donc comme le disait Lisa, la loi AGEC a fêté ses 5 ans en février dernier. Donc là, on est vraiment rentré dans une phase de bilan. Pourquoi on parle autant de cette loi? C'est que la loi AGEC, finalement, c'est le premier texte en France qui est exclusivement dédié à l'économie circulaire. Donc pour les personnes qui ne sont pas trop familiers et familières de cette notion, l'objectif derrière, c'est vraiment de parvenir à produire de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage de ressources et donc par conséquent la production de déchets. Cette loi AGEC, elle peut se résumer, en tout cas on peut classer un peu ses dispositions. Encore une fois, elle est assez dense en 5 grands thèmes et qui sont derrière en fait les 5 grands objectifs de la loi AGEC. Le premier étant de mettre fin au plastique à usage unique et plus exactement de mettre fin aux emballages en plastique à usage unique. En fait, les emballages en plastique, c'est vraiment la majorité des déchets plastiques qu'on produit, que ce soit en France ou dans le monde. Et du coup, encadrer donc la limitation des emballages en plastique à usage unique, c'est vraiment la porte d'entrée pour lutter contre la pollution plastique de manière générale. Et sur ce point, la France a été particulièrement ambitieuse et même novatrice, puisque, à ma connaissance, c'est vraiment le seul pays dans le monde qui s'est fixé un objectif de sortie des emballages en plastique à usage unique à horizon 2040. Donc très concrètement, ça veut dire que d'ici 15 ans, les acteurs économiques ne devraient plus être en mesure d'utiliser et de mettre sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Donc le deuxième grand objectif de la loi AGEC, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, donc très concrètement d'allonger la durée de vie des produits avec un effet aussi levier. On va voir que ça a pas réellement fonctionné, mais avec un effet levier de limiter en fait la mise en marché de produits neufs. Et donc très concrètement, la loi a prévu un certain nombre de dispositions qui visent notamment à encourager les consommateurs et consommatrices à déplacer en fait leur acte d'achat de produits neufs vers un acte de réparation. Donc un exemple, ça a été la mise en place du fonds réparation, qui est un fonds qui est abondé par les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises qui mettent des produits sur le marché, et bien de verser en fait de l'argent à ce fonds qui a pour conséquence en fait très concrète de réduire la facture finale des consommateurs et consommatrices lorsqu'ils vont en fait auprès d'un réparateur pour réparer leurs produits. Euh, un troisième axe très dense de cette loi AGEC, ça a été donc améliorer la production. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est d'approfondir ce qu'on appelle le régime de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers et familières avec les filières REP, en fait, historiquement, les acteurs économiques, les fabricants, les distributeurs ont été amenés à contribuer au moins financièrement à la gestion et au traitement des déchets. Et donc, dans le cadre de ce régime, la loi AGEC est venue en fait les obliger également à contribuer financièrement, à financer, donc par exemple, l'exemple que je citais tout à l'heure, à financer des fonds réparation et à financer aussi des fonds réemploi. Réemploi, par exemple, ça va être sur les emballages ménagers, de permettre en fait le développement d'une filière du réemploi, de la consigne pour verre, pour en fait pouvoir développer les alternatives à la mise sur le marché de produits de basse qualité ou en l'occurrence dans le cas des emballages, donc de plastique à usage unique. Le quatrième axe de cette loi,
c'était, vraiment d'améliorer, l'information, disponible auprès des consommateurs et consommatrices sur les caractéristiques environnementales, des biens, qui sont mis sur le marché. Et un exemple, pour que ce soit un peu concret, en lien avec, les exemples précédents, c'était notamment de mettre en place, un indice de réparabilité, sur les équipements électriques et électroniques. Donc très concrètement, via une note, en fait, encourager les consommateurs et consommatrices, encore une fois, à préférer acheter des produits, qui sont, durables, notamment parce qu'ils sont réparables, parce qu'il y a un accès derrière à des pièces détachées, si on a besoin justement, de le réparer. Et via cet indice aussi, ça pousse notamment les producteurs à aussi eux-mêmes concevoir des produits qui vont eux-mêmes être, plus réparables et plus, durables dans le temps. Le cinquième grand, objectif de la loi, c'était de lutter, contre le gaspillage, et une des mesures phares, c'était notamment d'interdire la destruction, des invendus, que ce soit alimentaires, mais aussi, ça concernait aussi, d'autres types de produits. Et une autre mesure, derrière ça, c'était aussi, d'accélérer le déploiement du tri à la source des biodéchets. Concrètement, donc sortir, les déchets alimentaires de la poubelle noire pour qu'ils finissent pas à l'incinérateur ou en décharge, mais à l'inverse, qu'ils soient valorisés, sur des plateformes de compost, et donc il y a un retour, à la terre. Je vous propose ensuite, cette petite frise. Donc l'idée, c'est pas du tout d'être, exhaustif, c'est impossible. Mais en fait, l'idée, c'est de voir un peu l'application de la loi dans le temps, et surtout de, voilà, de confronter, l'entrée en vigueur de cette loi avec l'avènement du coup, donc ce que vous voyez sur la partie haute de la slide, c'est, l'entrée en vigueur, progressive d'un certain nombre de dispositions de la loi AGEC, et aussi, l'adoption de nouveaux textes, de nouvelles lois, qui a permis d'enrichir la loi AGEC. Là où à l'inverse, ce que vous voyez, exemple dans la partie, basse de la slide, c'est les retours en arrière qu'on a pu, voir, dans le même temps, et qui viennent finalement affaiblir, les avancées, du texte. Donc pour donner, quelques exemples, concrets, je ne vais pas pouvoir, tous les développer. Mais suite à la loi AGEC, dans le cadre de la loi, climat et résilience, qui a été adoptée en 2021, donc comme je le disais, un des axes majeurs de la loi AGEC, c'était de réduire les emballages en plastique à usage unique. À défaut de les réduire, pousser pour le réemploi, et à minima s'assurer que les emballages en plastique à usage unique qui sont mis sur le marché sont recyclables. La loi climat et résilience, elle a par exemple, prévu une disposition, précisant que, qui vise en fait à interdire à horizon 2025 l'interdiction des emballages en polystyrène, qui est une matière, qui est aujourd'hui, concrètement en France, on ne sait pas la recycler. Donc conditionner cette interdiction au développement, d'une filière de recyclage. Donc l'idée, c'est de dire, ben, en fait, on peut passer par des interdictions sectorielles, mais on peut aussi interdire un certain nombre de matériaux parce qu'en fait, ils ne sont pas valorisables. Et surtout, dans le cas du polystyrène, en fait, il y a aussi, des effets sanitaires, avérés, de ce matériau spécifique. Donc en 2021, quand on a eu la loi climat résilience, on a eu aussi en parallèle, en fait, l'adoption d'un texte réglementaire, qui est venu abaisser, le taux de financement, des faux de réparation, que j'évoquais, tout à l'heure. Hem En 2022, par exemple, on devait avoir l'entrée en vigueur, d'une disposition, majeure en termes de réduction des emballages plastiques à usage unique, qui était d'interdire la vente, des fruits et légumes frais non transformés sous emballage composé en tout ou partie de plastique. En fait, cette mesure, elle a vraiment été identifiée dans la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie des 3 R, sur le plastique, comme un peu un quick win, où on pouvait vraiment rapidement, réduire, l'usage, du plastique, puisqu'en fait, une grande majorité en tout cas des fruits et légumes sont déjà vendus en vrac. Il y a même en fait des enseignes qui vendent seulement, en vrac. Donc en 2022, il y a cette mesure qui aurait dû entrer en vigueur, mais finalement à la fin de l'année, le décret d'application a été annulé, par le Conseil d'État suite à un recours en justice par, les organisations représentantes de l'industrie, du plastique. On aura peut-être l'occasion, de revenir dessus.
En 2023, on a aussi, vu l'entrée en vigueur d'une application, d'une disposition, pardon, qu'on a beaucoup suivie, au sein de Zero Waste France et pour laquelle on a beaucoup poussé, qui était, d'obliger en fait les établissements de restauration de servir leurs clients et clientes consommant sur place dans de la vaisselle réemployable. Donc très concrètement, cette mesure, elle visait notamment en fait, elle venait cibler, les chaînes de fast-food qui, comme on le sait toutes et tous, avaient pour pratique donc de servir les clients consommant sur place dans de la vaisselle jetables, ce qui était source en fait d'une protection de déchets absolument colossale. Donc au moment où en fait cette disposition elle est entrée en vigueur et bien en parallèle, on avait eu donc, au cours de l'année 2023 un grand débat sur, le retour, de la consigne on a des objectifs dans la loi AGEC, en parallèle de la réduction des emballages en plastique à usage unique, on a des objectifs sur, le développement, du réemploi. Mais en fait, ces annonces-là, elles sont restées, complètement lettre morte et aujourd'hui, on reste extrêmement, stagnant dans le temps. On est environ à 1 de réemploi sur les emballages ménagers, ce qui est extrêmement faible. Et donc un tout dernier exemple, en 2024, donc l'année dernière, c'était l'entrée en vigueur du tri à la source des biodéchets et en même temps, on annulait pour la et le Conseil d'État est venu annuler pour la seconde fois, le nouveau décret d'application, sur les fruits et légumes qui donc cette mesure n'est toujours pas en vigueur 5 ans, après la loi AGEC, encore une fois, alors qu'elle avait été identifiée comme une mesure phare pour réduire, les déchets, issus, des emballages, ménagers. Et puis aussi dans le contexte l'an dernier des Jeux olympiques et bien le comité, international, des Jeux a été autorisé en fait à distribuer des bouteilles d'eau, aux athlètes, ce qui a donné lieu en fait à un usage de millions de bouteilles en plastique, pour boissons à usage unique. Alors que justement la loi AGEC avait été novatrice pour limiter en fait, l'usage, de bouteilles d'eau, avait, inscrit une disposition visant à interdire justement la distribution gratuite de, bouteilles, dans l'espace public. Très rapidement, en termes de bilan, j'ai pris, 2 sujets et notamment, encore une fois, on ne peut pas tout voir donc le bilan, sur, le plastique, à usage unique, où on en est aujourd'hui et encore une fois, plus spécifiquement sur, les emballages en plastique à usage unique. Donc, très concrètement, suite à l'adoption de la loi AGEC, on a eu un premier décret quinquennal qui visait en fait à fixer les objectifs de la France pour 5 ans pour atteindre ces fameux grands objectifs d'horizon de sortie du plastique à usage unique d'ici 2040. Et donc le premier objectif que la France s'est fixé, c'était de réduire les emballages en plastique de 20 donc d'ici, la fin de l'année. Hem et notamment, derrière ces 20 il y avait l'idée de, bah, il faut au moins atteindre 10 de réemploi parce que si on n'a pas au moins 10 de réemploi, ça veut dire que derrière, on va tomber dans de la substitution et donc on l'a très concrètement, on l'a tous vu, pour un certain nombre de produits en plastique qui ont été progressivement interdits, comme les assiettes, les gobelets, les pailles, bah, en fait, ça a été remplacé par du carton alors qu'encore une fois, pour que, ces produits, cette vaisselle, jetable soit fonctionnelle, ben, on a recours soit à des PFAS par exemple, soit à une partie en fait, de plastique en fait qui va demeurer dans les produits pour des raisons, d'étanchéité et qui vont en réalité derrière complexifier, le processus, de recyclage. Donc clairement sur ces objectifs, on n'y est pas du tout, c'est même l'inverse. Alors les chiffres, ça peut paraître un peu étonnant, qu'on soit en 2025, mais malheureusement, les chiffres qui sont produits par l'ADEME, la dernière étude de l'ADEME, sur le justement sur, l'usage unique, elle date de 2024, mais on a encore des chiffres qui sont assez, enfin voilà, l'analyse porte sur des périodes qui sont relativement, anciennes. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, immédiatement après, l'entrée en vigueur de la loi AGEC, on a quand même eu une progression, significative, de la quantité d'emballages, en plastique à usage unique qui ont été, mis sur le marché. Pareil pour les bouteilles, alors même que la loi AGEC prévoyait une disposition spécifique visant à réduire en quantité, parce que c'est ça aussi un peu la difficulté sur, le plastique, c'est qu'on va avoir des pratiques qui vont, viser, du coup à avoir des objectifs en poids et ce qui a donné lieu du coup à des pratiques de déconception de la part des entreprises qui visent à alléger en fait leurs emballages pour atteindre les objectifs.
plutôt que du coup de dire, bah, de remplacer, par du verre, notamment. Mais là, à l'inverse, sur les bouteilles, on a vraiment un objectif chiffré, donc de diviser de 50 la quantité de bouteilles en plastique pour boissons mises sur le marché entre 2018 et 2030. Et pour l'instant, ce qu'on a pu constater en une année, c'est la progression. Donc là encore, ça va pas du tout, dans le bon sens. Et tous les autres, exemples que j'ai affichés et certains ont déjà été évoqués, c'est de montrer en fait que les mesures très précises qui ont été prises pour justement, encourager des alternatives comme par exemple l'obligation de mettre en place dans l'espace public des fontaines à eau, pour qu'en fait, les, citoyens et citoyennes lorsqu'ils se déplacent, ils puissent remplir une gourde et n'aient pas à acheter, une bouteille d'eau. Bah, en fait, là encore une fois, on n'est pas à la hauteur. Les dernières enquêtes, conduites par des ONG montrent qu'on est seulement à un quart du taux d'équipement, des établissements recevant du public qui sont visés, par l'obligation. Donc là, encore une fois, on est, très, très en retard. Bon, j'ai pas le temps de finir. J'avais prévu aussi un bilan sur, le fonds réparation. Donc je vais essayer juste de dire en 15 secondes que là encore, on était sur une mesure phare qui visait, comme je le disais, à prolonger la durée de vie des produits qui sont déjà détenus, par le consommateur. Donc ce qu'on peut voir sur, les 3 filières phares où ont été mis en place, des fonds réparation, c'est que déjà, le budget alloué, alors même qu'il était déjà pas très important, est loin d'avoir été dépensé en intégralité. Et finalement, quand on regarde en fait le nombre de réparations, par exemple sur les équipements électriques et électroniques, où on est à moins de 900 millions de réparations, en fait, ça, il faut le mettre en parallèle avec le fait que chaque année, il y a plus de 1 milliard d'équipements qui sont mis sur le marché. Donc nous, en fait, ce qu'on porte à Zero Waste, c'est vraiment que en fait, il va falloir, limiter, il va falloir caper en fait, les quantités de produits neufs qu'on met sur le marché parce que sinon, en fait, ça va continuer à faire de la concurrence avec le développement, des filières de réemploi, et de réparation. Du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai utilisé, tout mon temps. Merci beaucoup, Mehdi. Il y a pas mal de questions, donc on y reviendra. Je te donne la parole tout de suite, Aurore. Ça marche. Je vais arrêter le partage. Merci. Donc, c'est intéressant justement d'avoir tout cet historique et de pouvoir replacer en fait l'action de SS France dans tout ça avant de passer sur les enjeux de commande publique en particulier. Donc, cette loi, elle était assez fondatrice puisque déjà, elle allait plus loin que le droit européen sur un certain nombre de points et elle allait avoir des conséquences aussi d'organisation pour un certain nombre de nos structures. Il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, elle a été pionnière sur les métiers du réemploi avec des structures que vous connaissez évidemment comme Emmaüs qui ont 75 ans d'existence, qui ont donc structuré vraiment la seconde vie des produits en France sur tous les flux ménagers que vous pouvez avoir au quotidien. Au moment de la loi AGEC, il se trouve qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout représenté dans les instances décisionnelles qui vont tout au long maintenant des années conditionner en fait la façon dont s'organisent les filières, les financements qui sont dédiés, etc. En parallèle de ça, on a utilisé ce moment avec cette loi pour arriver à un élément très inédit, puisqu'on a permis, avec donc en particulier une dynamique portée par le Réseau national des ressourceries, recycleries et Emmaüs France, de créer ce qu'on appelle les fonds réemploi dont a parlé rapidement Bénédicte, mais en fait qui ont été créés pour soutenir le fonctionnement de ces structures de l'économie sociale et solidaire qui font du réemploi. D'ailleurs, historiquement, plutôt les associations, c'est-à-dire comment on arrive à soutenir un modèle non lucratif qui n'a pas une visée lucrative, mais qui pourtant a des impacts environnementaux et sociaux forts, positifs forts. Euh, et ces fonds se créent. Malheureusement, ils sont mal, ça passe de manière unanime au Sénat sur le fait qu'ils soient destinés aux associations. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, ils sont très détricotés et mal compris sur le périmètre. Donc, ils sont réouverts à une partie du secteur lucratif. On revient au combat avec la loi climat et résilience 1 an et demi plus tard et on obtient un dispositif qu'on n'avait jamais vu avant, c'est-à-dire qu'on va flécher. En moyenne, ça représente 45 millions d'euros par an que vers l'ESS, que vers l'économie sociale et solidaire. Jusqu'à présent, il n'existe aucun autre dispositif qui permette d'avoir une politique publique en faveur de l'ESS à partir d'argent privé, puisque les éco-contributions dont a parlé Bénédicte sur le principe pollueur-payeur des filières à responsabilité élargie du producteur est bien de l'argent privé issu d'une contribution payée par le consommateur au moment de l'achat de son bien. C'est extrêmement structurant d'avoir ce type de financement, puisque même si c'est très très loin d'être suffisant, il faut savoir que malgré ça, ça représente moins de 6%
du chiffre d'affaires des structures du réemploi solidaire. Néanmoins, évidemment, avant, on était à moins de 1%. Donc, ça permet quand même de pouvoir sécuriser les modèles. Au moment de la loi AGEC, donc, on crée toute cette dynamique et on se rend compte qu'on n'est pas représenté. Donc, ça nous amène, avec les grands réseaux historiques, à se dire qu'il est nécessaire de s'unir pour pouvoir être plus visible et plus lisible auprès du grand public, mais surtout des pouvoirs publics. Et donc, on crée l'Union pour le réemploi solidaire avec Emmaüs France, le Réseau national des ressourceries-recycleries, la Fédération Envie, qui est spécialiste du reconditionnement des équipements électriques et électroniques, le recyclage, qui représente les ateliers d'autoréparation et de réparation des vélos, et le CORAS, parce qu'un tiers des adhérents du CORAS, qui est donc plutôt sur la partie atelier et chantier d'insertion, ont des activités de ressourcerie-recyclerie. Évidemment, ESS France sont les 6 membres fondateurs. Donc aujourd'hui, ESS France anime cette union et notre objectif, c'est bien de continuer à défendre les intérêts des structures du réemploi solidaire, à la fois parce que chaque année, il nous faut négocier les montants qui sont attribués dans le cadre de ces fonds réemploi pour s'assurer que le cadre de loi soit respecté avec une dépense effective de ce qui est fléché vers ces enveloppes-là, ce qui est loin d'être gagné, je vous assure. On a par exemple perdu en 2023 9 millions d'euros parce que l'éco-organisme de la filière meuble n'a pas mis en place le fonds réemploi et l'État n'a rien fait. Sur ça, il n'y a eu aucune sanction. Donc, ça veut dire que ces 9 millions d'euros, ils sont de nouveau réinjectés pour le fonctionnement global de la filière et que c'est autant d'argent économisé par les metteurs en marché qui n'est pas dépensé là où il aurait dû être dépensé, tel que la loi le disait. Donc voilà, c'est ce type de choses qu'on fait au quotidien, essayer de s'assurer que nos structures sont bien représentées, que les cadres d'intervention sont bien respectés et qu'on en obtienne de nouveaux. On travaille aussi à des projets un petit peu plus opérationnels, puisqu'on a bien vu qu'il y avait des enjeux aussi de professionnalisation. Et d'ailleurs, ça fait le lien à l'offre de réparation dont parlait Bénédicte sur... Alors, je pense que tu aurais voulu aussi dire que on a du mal à les atteindre, la dépense de ces fonds réparation, mais notamment parce qu'en fait, on manque d'offres de réparateurs au niveau local, au-delà du fait que le dispositif soit extrêmement complexe d'accès pour les réparateurs et très peu connu par les consommateurs. On a un vrai enjeu de relocaliser des activités de réparation dans les territoires au plus proche des consommateurs. Et puisqu'on forme des personnes notamment dans des structures d'insertion par l'activité économique, on se dit aussi qu'on a un vivier de personnes potentielles qui pourraient être les réparateurs de demain dans nos structures, ce qui nous a amené à travailler un projet collectif qui est l'École nationale du réemploi solidaire, sur lesquels on avance collectivement. Maintenant que j'ai posé un petit peu le cadre des acteurs, la loi AGEC, elle était aussi pour nous une opportunité pour essayer de trouver de nouveaux débouchés. Et donc, on avait beaucoup porté le fait qu'il puisse y avoir des objectifs minimums de réemploi dans la commande publique. France Nature Environnement l'avait aussi beaucoup porté à l'époque, ce qui a conduit à la création de l'article 58 de la loi AGEC, qui en effet fixe le fait que la commande publique devra s'approvisionner avec un minimum d'équipements issus du réemploi, fixé par décret. Le décret il fixe les différents flux qui sont concernés et les objectifs minimums par flux. Ce qui a été complexe dans la mise en œuvre de ce décret, c'est que peu de collectivités ne s'en sont emparées, à la fois parce que les petites collectivités n'avaient pas nécessairement de compétences dédiées sur ce sujet, donc c'était un petit peu complexe pour elles de pouvoir le mettre en œuvre. Et d'autres parce qu'elles considéraient que les flux qui avaient été retenus et les pourcentages associés dans le décret ne correspondaient pas à la réalité. Ce qui a amené à la publication d'un nouveau décret d'application en juillet 2024. Donc, c'est vraiment tout récent puisque ça fait moins d'un an, avec de nouveaux flux, de nouveaux objectifs. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui, en fait, et dans notre publication, nous n'avons pas pu le faire, d'avoir des chiffres qui permettent de se dire, voilà, 4 ans plus tard, après la loi AGEC, on en est là. En réalité, en fait, on est à moins d'un an après la publication du nouveau décret. Donc, le commissariat général au développement durable, qui est le service interne au ministère de la Transition écologique, qui pilote cette politique publique de réemploi dans la commande publique, n'a pas de chiffres aujourd'hui. Néanmoins, ils ont mis en place à partir de maintenant une nouvelle façon de saisir sur la plateforme de l'État. Donc, on imagine que ça va faciliter les déclarations des collectivités et nous permettre d'avoir un meilleur suivi. En tout cas, nous, notre objectif avec ce livret, c'était de faire plutôt, donc il ne s'appuie pas sur un échantillon représentatif, statistiquement non critiquable, etc. Ce n'était pas du tout l'objet du livret que nous avons fait et que je vous mettrai dans le chat. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure parce que j'ai du mal à faire les deux en même temps pour que vous puissiez y accéder sur notre site. Mais l'objectif était d'interviewer à la fois des collectivités territoriales, des réseaux
de collectivités qui les aident dans leurs achats. Il existe dans quasiment toutes les régions des réseaux en fait, pour la commande publique qui accompagnent les acheteurs de la commande publique sur l'ensemble des sujets, pas que sur les questions de réemploi. D'interroger des réseaux de l'ESS et des structures de l'ESS engagées dans cette démarche d'approvisionner la commande publique avec des équipements issus du réemploi. Et des éco-organismes aussi, puisque certains sont à la frontière, en fait, à Nîmes aussi, je pense à Valdélia, qui est spécialiste du meuble professionnel, anime aussi ce type de dynamique, pour voir où on en était. Donc, il y a des filières qui marchent plutôt bien parce qu'elles fonctionnaient historiquement, c'est notamment le meuble professionnel et les équipements électriques et électroniques, puisqu'il y avait déjà des habitudes et il y avait surtout déjà un marché. Il y a des filières qui ont beaucoup plus de mal à se mettre en œuvre et je pense notamment aux produits textiles, notamment parce qu'en fait la filière REP et l'offre de nos structures portent sur du textile ménager, que c'est très complexe aujourd'hui de trouver un modèle sur le réemploi de textiles professionnels. Vous imaginez bien que c'est compliqué de réemployer des uniformes de la gendarmerie, des équipements de la SNCF, puisqu'il y a un vrai sujet de sécurité derrière et donc c'est pas si simple sur les équipements professionnels. On a observé que les collectivités auraient voulu, dans le cadre du nouveau décret, supprimer la filière jeux et jouets. On s'est battu pour qu'elle reste, elle est restée. Pourquoi on s'est battu? Parce qu'il existe de plus en plus des offres de recyclerie spécialisées sur les jeux et les jouets, qui donc font un énorme travail de reconditionnement, de remise en état, et qui travaillent de plus en plus avec justement les collectivités, notamment sur les structures de la petite enfance, pour pouvoir donner des équipements issus du réemploi. Et c'était important pour nous parce que comme elles sont spécialisées, il y a un intérêt à ce qu'elles n'aient pas comme débouché que les ménages, mais qu'elles puissent bien le faire aussi avec les collectivités territoriales, qui est un énorme levier en fait de débouchés vraiment professionnels, puisqu'elles ont cette spécialité. Donc c'était très important pour nous que ça y reste parce que finalement on a pensé cet article comme un vrai levier de structuration. Et donc pour conclure, je vais essayer de donner un petit peu rapidement les grandes lignes en fait de ce qui est ressorti de cette étude qui est plutôt sous forme de témoignages, donc assez rapide à lire, même si on se dit, oh là là, elle fait 30 pages, mais à la fin, il y a des témoignages de structure, donc vous pouvez lire juste la partie sur les retours. En tout cas, à la page 23, si vous l'ouvrez tout à l'heure, vous verrez, c'est une page de recommandations. Donc, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que cet article 58, aujourd'hui, il pèse sur 46% des montants de la commande publique. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir l'élargir à l'ensemble de la commande publique, à des établissements tels que la RATP, à des établissements publics administratifs, notamment tels que des hôpitaux, qui aujourd'hui ne sont pas concernés par l'article. Ce qui permettrait en fait d'avoir une masse pour qu'on se retrouve vraiment sur l'ensemble de la commande publique. Il y a un vrai enjeu de référencement des structures, ce qu'ils appellent sourcing dans les métiers d'achat, puisque souvent aujourd'hui les collectivités territoriales nous disent on a du mal à identifier les structures sur notre territoire pour travailler avec elles et s'approvisionner. Donc il se trouve qu'on a de la chance puisque depuis 2020, ESS France et les chambres régionales de l'ESS ont créé un outil qui s'appelle Carte Éco, qui est la carte qui référence les structures de l'ESS de la transition écologique et que le secteur d'activité qui est le mieux référencé à date par les CRES, c'est le secteur de la gestion des ressources et des déchets qui intègre notamment les offres de réemploi. Ça permet du coup à des chambres régionales de l'ESS de pouvoir faire des listes de structures et donc sourcer ces structures auprès des EPCI de leur territoire pour pouvoir justement essayer de créer de l'offre. Il est indispensable aujourd'hui qu'on structure aussi une offre de réemploi solidaire. Et là, ça nous engage, nous aussi, côté réseau de l'ESS dans l'ensemble, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les structures qui approvisionnent sont principalement des ressourceries, recycleries, et j'y inclus l'activité Maïs dedans, mais de quartier, de proximité, qui vont donc avoir un ou deux ordinateurs de cette typologie-là, mais pas plus. Donc, d'un côté, il faut sensibiliser les acheteurs sur le fait que ce soit OK d'avoir un parc informatique ou un ensemble de meubles qui soit hétérogène, que c'est pas grave en fait, que c'est conditionné directement à ce que nous récupérons dans les structures et qu'on ne peut pas toujours récupérer 15 ordinateurs issus d'une entreprise qui sont exactement les mêmes, ce qui n'est pas toujours simple parce que les services informatiques des collectivités ont du mal à s'adapter à ça. Mais ça nous engage, nous, côté ESS, à pouvoir aussi travailler
On parle souvent de groupement d'acheteurs, moi je parle de groupement d'offreurs, c'est-à-dire à pouvoir structurer une offre commune. Passer à l'échelle, industrialiser le réemploi, nous, notre vision, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des grosses structures qui vont sur des unités régionales ou nationales massifier. On considère qu'on peut massifier par de l'offre de proximité. Il faut juste financer de l'ingénierie de coopération qui permet de mettre en commun des offres de plusieurs structures pour qu'il y ait soit un groupement qui se forme, soit une structure leader qui porte le marché et qui répond donc à la collectivité. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'il faut qu'on structure. Et les CRES, dans certains territoires, ils travaillent. Et puis, il est important, pour finir, de pouvoir créer des marchés. Une fois qu'on a sensibilisé les collectivités territoriales, qu'on a sensibilisé l'ESS à la réponse au marché public et à se structurer, il est important que les marchés qui existent soient adaptés aux spécificités des structures de l'économie sociale et solidaire, puisque aujourd'hui, en fait, souvent, et d'ailleurs, on en parlait avec le délégué général de la Fédération Envie, ils ont perdu un marché avec la ville de Paris, parce qu'ils étaient plus chers que le neuf. Eh bien oui, parce qu'en fait, on collecte sélectivement, on remet en état, on paye des gens avec des salaires français. C'est sûr que quand le neuf coûte très peu cher parce qu'il est issu de pays où la main-d'œuvre n'est pas du tout rémunérée comme en France, forcément, on a des problèmes ensuite de compétitivité. Donc, il est nécessaire que dans les marchés, on puisse favoriser la question du réemploi, la question du localisme, qu'on crée aussi des marchés, qu'on augmente par exemple le seuil des marchés de gré à gré qui facilitera la flexibilité, la réactivité des acteurs. Il faut savoir que sur la question des fournitures, l'Europe fixe un seuil maximum pour les marchés de gré à gré de 150 000 euros et qu'en France, on l'a mis à 40 000 euros. Donc, on a quand même une marge qu'on pourrait largement rehausser pour faciliter cet accès à ces marchés aux structures de l'ESS. Et puis, de développer des marchés type subséquent ou dynamique qui permettent en fait non pas de passer un gros marché d'un coup auquel une petite structure ne va pas pouvoir répondre, mais de plutôt avoir des marchés plus dynamiques qui permettent de référencer les structures en présence sur le territoire. Et tout au long du marché, pendant 2-3 ans, la collectivité régulièrement publie en fonction de ses besoins. Et ça permet une flexibilité, une souplesse de la part des structures qui peuvent répondre au fil de l'eau à cette demande. Je m'arrête là pour qu'on ait le temps de prendre des questions. Merci beaucoup, Aurore. Donc les questions effectivement, bon, elles vont pas être nombreuses parce que forcément, à 2 ça prend pas mal de temps. Je me demandais, sur le réemploi, Aurore, enfin, tu pas précisé, mais quand tu as parlé de la SNCF, de la gendarmerie et cetera, le réemploi dans la commande publique, dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment juste, enfin juste entre guillemets des partenaires publics qui vont qui vont faire en sorte de commander donc, comme tu le disais, des ordinateurs et cetera qui ont déjà servi? Ou est-ce que ça peut être aussi prouver que voilà, on fait en sorte que les uniformes et cetera ont une seconde vie? Est-ce que c'est aussi dans la partie réemploi ou pas? Tu vois, quand tu parlais de réutiliser les uniformes de la SNCF, ou de la gendarmerie, tu l'inclus aussi dans la partie, réemploi pour ces personnes-là, pour ces entités? Alors là, sur les objectifs de réemploi qui sont fixés, c'est sur l'achat. Donc, c'est pas parce que D'accord, la ouais. SNCF donne que c'est comptabilisé à cet endroit. C'est les deux maillons de la chaîne. C'est-à-dire, il y a, en effet, pour qu'on puisse réemployer, il faut bien qu'on nous donne des équipements, ce qui est un vrai sujet. On a une érosion certaine du geste de don dans nos structures. Et là, c'est plus sur les équipements ménagers, puisque des plateformes comme Vinted font que les gens revendent parce qu'ils considèrent que les objets qu'ils n'utilisent plus ont encore de la valeur. Et donc, nous, c'est catastrophique hein, pour la pérennité de nos structures, puisqu'on se rend compte que tous les équipements de qualité, on les perd. Surtout si le lucratif se met aussi, côté metteur en marché, à développer sa propre gamme de seconde vie. Donc, le fait que les professionnels donnent leur textile, là, sur la partie haute de la chaîne, c'est le blocage se trouve notamment ici pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, quand on est sur des uniformes type et qu'il est pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre de donner accès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plutôt souvent les upcycler, comme on dit, c'est-à-dire avoir une action de modification un petit peu du vêtement pour qu'il puisse être réutilisé sans qu'on puisse dire qu'on a utilisé un uniforme. Et après, de toute façon, je pense qu'il y a un autre levier, enfin, il y a un autre frein, pardon, en aval, c'est que les équipements vestimentaires professionnels demandent probablement eux aussi des normes au moment de l'achat pour le coup, et que du coup, c'est plus difficile d'avoir des vêtements qui correspondent aux critères de l'uniforme professionnel pro qui est demandé.
C'est très clair. Et tu as répondu Par à une exemple, il autre n'y a pas de question. filière, il n'y a pas de filière, donc en fait, c'est très compliqué d'avoir une offre. Très bien, bah, merci beaucoup. Et oui, donc il y avait une autre question sur Vinted, donc c'est parfait. Plus donc sur le plastique, donc Bénédicte, il y a quelqu'un qui s'interroge sur, justement la question de réautoriser, enfin oui, on va dire l'ouverture que le gouvernement, vient de dévoiler sur, la possible réautorisation l'utilisation de couverts et assiettes en plastique dans les cantines scolaires, alors que ça avait été interdit, donc depuis le 1er janvier 2025. Donc la personne demande pourquoi. Tu pas ton micro ouvert. Pardon, classique. En fait, c'était une disposition, donc cette idée d'interdire les contenants de réchauffe, en plastique dans, principalement les cantines scolaires, puis, dans les hôpitaux, dans les services, pédiatriques notamment. Ça a été donc le champ d'application a été élargi, avec la loi AGEC, mais en réalité, l'interdiction, elle est déjà prévue depuis la loi Egalim de, 2017. Donc on est quand même 8 ans, plus tard. L'objectif, en fait, de cette disposition, c'est et ce qui a aussi, ce qui a poussé, en fait, l'adoption de cette disposition, c'était vraiment le risque de migration, de substances, puisque le plastique, on le sait, c'est une composition, chimique, assez dense et donc c'était vraiment de combattre, en fait, les effets sanitaires du plastique puisque en chauffant, ces substances sont susceptibles de migrer, dans les aliments. Là, ce qui s'est passé, c'est que pour que la mesure entre en vigueur, on attendait un décret, d'application qui devait, comme d'habitude, définir, les termes, de la disposition, notamment. Donc apporter un certain nombre de précisions. Il y a un décret qui a été adopté, fin janvier et là, en fait, jusqu'à aujourd'hui, donc très important si vous voulez aller, déposer un commentaire, peut-être qu'on peut remettre le lien, je pourrais le faire tout à l'heure, remettre le lien vers la consultation. En fait, le gouvernement, il a reproposé un nouveau décret pour venir supprimer, quelques mots, du décret là de janvier qui est, en fait le le service. En fait, à l'origine, la loi, c'était vraiment de dire: «On peut pas réchauffer, les plats dans les cantines scolaires dans du plastique». Hem, le décret d'application est venu préciser qu'en fait, l'obligation devait aussi, concerner le service des plats, hein, parce que du coup, si on prend les plats chauds et qu'on le met dans une assiette en plastique, ben, en fait, le risque sanitaire, il continue, de prévaloir et là, en fait, maintenant le ministère, de la transition écologique, il vient arguer qu'en fait, c'était, ces mots qui ont été ajoutés, donc de ne pas non plus pouvoir servir dans des contenants en plastique, c'était surabondant parce que c'était pas prévu dans le texte, alors qu'en fait, nous, on dit, bah, en fait, dans l'esprit de la loi, c'était bien d'éviter, la migration de substances. Donc, si, ça devrait bien être là. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de réautoriser, parce que en fait, il y a ces mots qui avaient enfin, le décret d'application, était, voilà, était plus précis dans sa définition et en fait, le gouvernement, revient aujourd'hui, là-dessus. Donc encore une fois, le décret est en consultation jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller déposer un commentaire, défavorable, sur cette consultation. Est-ce que c'était assez clair? C'était très clair. Ouais, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande, enfin qui parle des invendus, neufs non alimentaires et qui demande comment les associations du don peuvent se distinguer du réemploi. Et qui demande de manière plus générale comment est-ce que, enfin, quel impact on peut avoir, au niveau du champ de l'action sociale? Comment rejoindre en tant qu'organisation? Ouais, bah, non, ça c'est un truc, un peu à part. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on se positionne finalement en tant qu'organisation, en tant qu'association sur les invendus neufs non alimentaires? Comment est-ce qu'on peut finalement jouer un rôle quand on n'est pas forcément un acteur privé finalement? C'est ce que je comprends de cette question. Oui, alors, je me permets de prendre la main, Bénédicte, mais si tu veux compléter après, parce que c'est principalement les structures du réemploi qui ont été concernées. Il se trouve que ça a été porté par le cabinet de Brune Poirson à l'époque de la loi et qu'on s'y était assez opposé, parce que en fait, c'était une façon de transférer la responsabilité. C'est comme si on mettait un pansement, mais qu'on n'allait pas toucher la source du problème. La source du problème, c'est qu'aujourd'hui, on surproduit pour faire baisser les coûts de production qui correspondent pas du tout au coût réel de la production en réalité. Euh, et, euh, et que du coup, bah, on produit par exemple 2000 pièces alors qu'on sait qu'on n'en vendra que 500. Du coup, nous, ça nous transfère complètement la responsabilité de cette non-responsabilité environnementale et sociale vers nos structures. Il nous a été répondu, mais oui, mais de quoi vous plaignez-vous? Ça pourra vous servir de produit d'appel avec des super produits dans vos structures. C'est pas l'objet de nos structures en fait.
on n'est pas des dépôts-ventes en fait de choses neuves. Donc on a un certain nombre de structures qui le font quand même, mais ça les met en risque, puisqu'il faut savoir que pour récupérer ces invendus, en contrepartie, souvent, les metteurs en marché qui vous les donnent vous demandent un risque fiscal. Parce que eux, c'est double cadeau. Ils n'ont plus à payer, avec ce dispositif, ils n'ont plus à payer les opérations de prise en charge des déchets issus de leur stock non vendu. Et en plus de ça, ils peuvent se faire défiscaliser sur ces équipements qui nous sont donnés. Et ça a un gros risque de contamination fiscale de notre structure, puisqu'en fait, ça, c'est totalement dépendant des préfectures en région qui, pour certaines, au moment de la demande du rescrit fiscal, considèrent nos activités comme étant avec une activité marchande et donc fiscalisent des structures qui ne l'étaient pas. Donc ça amène à des risques très forts pour nos structures. Donc, il existe par ailleurs, et là je sors de la partie structure du réemploi, des structures du don en effet qui vont beaucoup plus travailler sur ça, des associations qui elles vont s'occuper exclusivement de récupération d'invendus pour les redonner notamment soit en direct à des personnes, à des bénéficiaires dans le besoin, soit à des structures de l'action sociale, accompagner le fait de meubler des foyers, des résidences étudiantes. Et donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que là, à cet endroit-là, on voit bien l'objet de réduction de l'impact environnemental puisque ces invendus sont quand même réutilisés à un endroit. Et ce sont des structures qui sont spécialistes de cette question du don, avec lesquelles, donc si la sous-question était comment on travaille, desquelles l'agence du don, par exemple, desquelles vous pouvez vous rapprocher et travailler si vous êtes des structures de l'action sociale pour voir dans quelle mesure vous pouvez récupérer ces dons. Merci beaucoup Aurore et peut-être une dernière question donc plutôt à Bénédicte, encore sur le plastique. Il y a eu, donc des commentaires sur, donc justement l'emballage des fruits et légumes avec, notamment un étonnement du fait que c'est souvent les produits bio qui sont, emballés, donc avec cette double contradiction si je peux dire. Et Bénédicte, c'est vrai que tu avais abordé brièvement, la question du lobby, du plastique, qui a l'air d'être assez, assez fort. Peut-être que tu veux en dire un mot? Je suis désolée, c'est vraiment court, mais voilà, je Donc très rapidement, ce qui peut expliquer en fait, que, dans certains, supermarchés, par exemple, où ils vendent à la fois des produits conventionnels et des produits bio et que du coup les fruits bio soient emballés, ça peut être pour des raisons en fait de risque de contamination en fait. Ce qu'il faut que ces produits bio, ils n'entrent pas en contact avec, les produits, issus de l'agriculture, conventionnelle. De manière, plus générale, en fait, enfin, on peut dire que enfin, l'annulation, en fait, des décrets d'application, elle est justifiable d'un point de vue, purement, juridique, puisqu'il y avait eu une erreur, un peu originelle, en fait, dans la manière dont avait été rédigé, le premier décret d'application qui visait, en fait, à interdire progressivement, l'emballage de tous les fruits et légumes sous plastique, alors qu'en réalité, la loi demandait simplement de fixer une liste, d'exemptions parce qu'il pourrait y avoir un risque de détérioration, de certains produits s'ils ne sont pas, emballés. En tout cas, nous, ce qu'on continue à dire à Zero Waste France, c'est qu'en réalité, il y a plein de voilà, il y a plein d'enseignes, notamment des enseignes, qui vendent des produits issus de l'agriculture bio, qui voilà, qui vendent absolument tout en vrac et nous, nos groupes locaux, hein, parce qu'on a un maillage territorial assez, conséquent, sont allés aussi vérifier un peu partout, sur le territoire et du coup vraiment la la plus grande aberration, c'est qu'on voit notamment dans les supermarchés et les hypermarchés que les mêmes produits sont parfois vendus en vrac et parfois sous emballage, ce qui montre bien que, voilà le risque de détérioration, c'est pas du tout, c'est pas du tout, ça la raison, principale et ce que nous on demandait en fait parce que les décrets du coup qui n'ont pas pu entrer en vigueur, le deuxième ayant été annulé, parce que la Commission européenne avait demandé à la France d'attendre de publier son texte dans la mesure où le règlement emballage et déchets d'emballage malheureusement on n'a pas du tout eu le temps, d'en parler alors que justement ce règlement il va avoir des conséquences lourdes justement sur certaines ambitions, de la France notamment, sur le plastique. Parce que la France est beaucoup plus ambitieuse, que ce règlement. Mais dans la mesure où il allait y avoir un règlement qui venait justement aussi traiter, de cette question, la Commission de la France avait donné un délai à la France, dans lequel elle ne pouvait pas publier, le décret d'application, ce que la France a fait quand même et ce qui a conduit, à une annulation, pour la deuxième fois. En tout cas, nous, on pousse pour que le décret là, il soit
enfin adopté, même si, les lobbies industriels tiennent encore un discours de: «Bah, en fait, maintenant, il va falloir attendre, 2030 pour des raisons d'harmonisation», alors même qu'on a obtenu, enfin les associations ont obtenu, dans le cadre de ce règlement que, enfin en tout cas l'article qui précise, quels sont les emballages qui seront interdits à partir de 2030, vient préciser notamment que les États membres qui avaient déjà, des dispositions en vigueur avant, pardon, pas en vigueur, mais adoptées avant le 1er janvier 2025 pouvaient les conserver, dans leur ordonnancement juridique, ce qui était notamment le cas de la fameuse interdiction, d'emballage des fruits et légumes. Mais en tout cas, encore une fois, dans tous les cas, en fait, les 2 décrets qui avaient été publiés, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait en fait, il y avait des listes à rallonge d'exemptions. On était, sur le dernier décret, on était à 29 fruits et légumes exemptés, alors que c'était basé, sur rien du tout, en fait. Il y a une mission, d'évaluation parlementaire de l'application de la loi AGEC, l'année dernière, et dans son rapport, ils sont aussi enfin, ils abondent dans notre sens en disant qu'il aurait fallu des études, en fait, pour déterminer si les fruits au enfin, s'il y a un vrai risque de détérioration. Alors là, on a vraiment l'impression que ces listes d'exemptions qui venaient, en fait, de vider, de sa substance, en fait, cette interdiction avait été fixée, de manière, très arbitraire. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette disposition n'est malheureusement pas encore, en vigueur. C'est noté. Merci beaucoup à toutes les 2 et merci à vous toutes et tous. Je suis désolée, je sais que c'était court et parce que forcément c'est un texte, très complet. On vous enverra évidemment le replay et je joindrai aussi, des documentations de vos 2 organisations, donc voilà pour, les personnes qui veulent creuser ça. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.